Merci à vous. Je suis très honoré d'être là et de voir qu'il y a un public de tous âges et il manquait une ado qui est très contente, donc ça couvre tout le spectre des possibilités. Et je remarque, vous disiez, oui, quand même une forte majorité féminine. Et c'est étonnant, le fantastique attire surtout des femmes. Et depuis que j'ai ouvert le musée des vampires et le monde de l'imaginaire, je dirais que c'est même 95% l'écart. On pourra en parler après, pourquoi. C'est des jolies raisons généralement, il n'y a rien à dire là-dedans. Donc, le vampire. Alors la thématique, c'est flou et précis à la fois. Peut-être commencer par une définition, c'est quoi un vampire? Parce qu'avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on filme, tout ce qu'on dit aujourd'hui concernant, à mon avis, tout ce qui est navrant, bien que je pense que vous les ayez ma vie, mais la médiathèque, c'est la série des livres Fascination, Twilight. Il ne s'agit pas de vampirisme, du tout, là, sauf peut-être de vampirisme marketing. Et alors, un vampire, c'est trois choses. D'abord, c'est un homme mort, qui est un avantage, ce n'est pas un inconvénient, c'est quelqu'un qui est ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant. C'est quelqu'un qui se nourrit exclusivement de sang. Alors, dans les générations de vampires modernes, comme dans Twilight, il y a des vampires végétariens, écologiques. Même Anne Rice, qui a révolutionné et cherché à moderniser le vampire, n'a pas osé dans Entretien avec un vampire, et dit bien qu'il peut se nourrir de sang gras pendant 2 jours, mais après il faut revenir au sang humain. Donc, ni mort, ni vivant. Quelqu'un qui se nourrit exclusivement de sang et quelqu'un qui donne la vie, mine de rien. C'est l'élément le plus important. Le vampire transforme sa victime, entre guillemets, dans ce qu'il est, un homme mort. Alors, mine de rien, ça peut être considéré comme une malédiction. Pour moi, c'est plutôt une bénédiction, surtout à l'époque dans laquelle je me suis spécialisé, c'est-à-dire le Moyen-Âge, qui a vu l'essor et qui a pérennisé le vampire. Sans le Moyen-Âge chrétien, entre guillemets, il n'y aurait plus de vampire. Donc, c'est pas dans le monde d'Anne Rice, les vampires ne donnent pas la vie. Hein. Il faut avoir lu le livre, si vous avez vu le film, Entretien avec un vampire. C'est un groupe de quelques vampires qui se servent des humains uniquement comme bétail et comme nourriture. Ils ne créent pas de vampires. Dans la série des films Blade, qui sont plus intéressants généralement que les films laissent présager, avec Wesley Snipes, qui fait le chasseur de vampires, lui-même étant un moitié vampire, un vampire, il pourchasse des vampires qui sont un groupe d'une douzaine de personnes qui se servent des vivants comme bétail humain et qui ne transforment pas leur victime en vampire. Dans le film assez flippant, qui est adapté de la bande dessinée du même nom, que les médiathèques possèdent d'ailleurs, 30 jours de nuit, c'est un groupe d'une demi-douzaine de vampires qui choisissent de fondre sur une ville dans l'Alaska où, en hiver, la nuit dure 30 nuits, donc c'est l'idéal pour un vampire, et qui se mettent à torturer les victimes avant de leur prendre le sang. Ça, c'est une nouveauté, ça. Mais leurs victimes meurent définitivement. Dans un film comme Nous sommes la nuit, un film américain, où il y a 3 femmes vampires qui brisent la nuque de leurs victimes avant de leur prendre leur sang, le message est clair, vous n'êtes pas là pour revenir. Pour moi, ça symbolise la méchanceté, tout simplement l'égoïsme du XXe siècle ou du XXIe siècle. Les vampires d'aujourd'hui ne sont même pas capables de donner la vie. Donc ce ne sont pas des vampires. Donc le point, quand ils ont fait en 2008 leur couverture sur les banquiers vampires, c'était une insulte pour les vampires, ils avaient raison si on prend en considération la définition du vampire du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui prend tout, qui ne donne rien en échange. Mais si ça avait été le cas, les gens n'auraient jamais pérennisé, n'auraient jamais immortalisé la légende des vampires, parce que les gens ne sont pas masochistes quand même. Ils souffrent la journée. Quand ils rentrent chez eux le soir, ils ne peuplent pas leur imaginaire de monstres pour souffrir encore plus. Ils peuplent leur imaginaire de monstres qui peuvent dominer, qui peuvent leur apporter quelque chose. Donc en gros, des monstres qui sont moins monstrueux que les gens auxquels ils sont confrontés dans la journée. Alors si le vampire vous paraît horrible, c'est que les gens qu'on rencontre dans la journée sont pires que ça. En gros, c'est ça l'absence du reflet dans le miroir. On va commencer par ça. Vous connaissez toute cette caractéristique du vampire, il n'a pas de reflet dans le miroir. Il n'y a aucune légende qui indique ça. Il n'y a que Bram Stoker, dans le roman Dracula, qui parle pendant quelques lignes que le vampire n'a pas de reflet. C'est Jonathan Harker, un l'avoué londonien, qui vient en Transylvanie vendre une vieille bâtisse à un type qui s'appelle Dracula,
il est invité de force à rester pendant plusieurs semaines, il se rase le premier jour de son séjour, le lendemain, la première nuit qu'il a passée au château, il entend la porte s'ouvrir, il entend quelqu'un qui lui dit bonjour, et il comprend que c'est la voix de Dracula. Il lève le regard dans son petit miroir de poche qu'il a porté avec lui, il est en train de se raser, il dit dans le miroir, il n'y a que moi. Donc, les exégètes se perdent en conjecture. Ça veut dire quoi cette absence? C'est juste une caractéristique pour faire joli? Non. D'après moi, ce serait le mal que nous avons en nous que nous ne voulons pas que les autres voient. On ne veut que les autres voient que l'image qu'on veut leur montrer. Donc, mine de rien, Bram Stoker, c'était lancé en psychanalyse à l'époque où Freud commençait tout juste à officier. Et Bram Stoker, Dracula, c'est quand même très fort. Beaucoup plus fort sur le plan du symbole que sur le plan littéraire. Donc le vampire, d'abord respect pour le vampire parce qu'il remonte très loin. C'est la première créature dont on puisse prouver l'existence de l'imaginaire de l'homme. D'après mes propres recherches, le vampire remonterait à 450 000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas là en Antiquité, c'est pas le XVIIIe siècle comme beaucoup de gens pensent. Donc j'ai trouvé trace de ça chez le génial anthropologue roumain Mircea Eliade, dans son Histoire des religions. Il raconte qu'en Chine, on a trouvé, il y a une quarantaine d'années, 60 squelettes qui remonteraient à 450 000 ans avant Jésus-Christ, peints en rouge, à une époque où officiellement la peinture n'existait pas. Puisque les peintures rupestres, c'est-à-dire les peintures de l'homme de Néandertal recouvrant les parois des cavernes, datent de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Donc officiellement, on ne sait pas comment il y avait la peinture, mais ces squelettes remontent vraiment à 450 siècles avant Jésus-Christ. Ce n'est pas des squelettes enfouis. Donc on parle du fait que les premiers rituels funéraires, on n'enfouissait pas le cadavre, on le laissait en surface. L'enfouissement est venu après. Donc pourquoi est-ce que les Chinois, donc on les a retrouvés en Chine, mais ça veut dire que d'autres gens le faisaient aussi certainement, pourquoi est-ce que les Chinois peignaient leurs squelettes en rouge? On n'a pas de preuve, puisqu'il n'y avait pas d'écriture. Donc pour Mircea Eliade, c'est un substitut du sang. On donne aux morts le sang dont ils ont besoin pour être heureux là où ils vont, pour qu'ils ne reviennent pas prendre le sang des vivants. Ah, moi j'aime bien comme théorie, ça tient la route. Et personne n'a prouvé le contraire. Donc respect pour les vampires, c'est la première créature. Les anges et les démons, c'est beaucoup plus récent. Donc c'est peut-être un peu primaire comme créature, mais c'est quand même la première. Après l'évolution de la croyance aux vampires, les premiers rituels funéraires, enfouissement des cadavres, remonteraient à 80-90 000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers enfouissements où on attachait le squelette avant de l'enterrer remonteraient à 70 000 ans avant Jésus-Christ. Et quand on attache quelqu'un avant de l'enterrer, c'est qu'on n'a pas envie qu'il revienne. Donc en gros. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie qu'il revienne? Là, on ne sait pas exactement. Mais se pose toujours la question, et c'est ça qui est étonnant, vous regrettez qu'un être cher vous ait quitté, mais si on vous proposait que l'être cher revienne, la plupart des gens refusent. Une fois qu'on a passé le miroir sans teint, on a peur, on n'a plus envie que ça change. Donc, le mort, pour revenir, il a besoin de sang. C'est la première connaissance médicale de l'homme, mine de rien. L'homme part à la chasse, ravivé aux souvenirs scolaires, l'époque préhistorique, mesdames, vous restez dans la caverne, c'est normal. L'homme part avec son gourdin, parce qu'il n'a pas encore d'arc de flèche. Il va à la chasse, il blesse un animal où lui-même est blessé, il perd son sang, il fait l'adéquation, plus le sang s'échappe, plus il s'affaiblit. Pas besoin d'être un pack plus vite pour comprendre ça. Où il blesse l'animal, il va courir après l'animal blessé parce qu'il dit tiens, l'animal court de moins en moins vite. Donc le sang, c'est la vie, c'est peut-être la première connaissance médicale de l'homme, peut-être la première connaissance tout court. Et quand on perd quelque chose, on cherche à le récupérer. Alors, l'homme s'est mis à boire du sang très vite. Parce que mine de rien, c'est beaucoup plus facile à trouver que de l'eau. Alors là, on échoppe sur quelque chose de terrifiant, c'est un genre de blocus, de blocage psychologique et intellectuel dans le corps universitaire européen concernant tout ce qui a trait au sang, justement. J'ai fait l'école du Louvre, Madame Desroches-Tablecourt n'a jamais parlé des rituels sanguinaires des déesses égyptiennes. Sekhmet, Bastet, déesse de Lévi, déesse des morts, tête de chat, tête de lion. Sekhmet se nourrit exclusivement du sang de bébé. Ça fait tellement scandale que le grand Amon-Ré
fait appel au prêtre d'Héliopolis en lui disant il faut qu'on arrête le scandale. Donc vous allez prendre des barriques de bière, vous allez teinter la bière en rouge, on lui fera croire que c'est du sang de bébé. Comme ça, elle boira, elle tombera assommée, elle est morte, et puis on n'en parlera plus. C'est vrai ça. Tous les peuples ont eu des rituels avec absorption de sang. Quand on fait un sacrifice humain, tout le monde a fait des sacrifices humains. Les chrétiens, les premiers chrétiens, ont fait des sacrifices humains. Quand on offre un animal ou un être humain à une divinité, c'est pas la chair qui compte, c'est le sang. On lui offre ce qu'on a de plus précieux. Si on offre du sang à quelqu'un, c'est qu'on estime qu'il le boit. C'est pas pour faire joli. Les Aztèques sacrifiaient tous les jours un enfant quand le soleil se couchait, parce qu'ils estimaient que le soleil était anémié. Il avait besoin de force pour revenir. Donc, les divinités aztèques et partout sont des divinités vampires. On n'aime pas parler de ça. Alors le vampire, il est partout. Toutes les civilisations l'ont connu. Et, on va prendre le contre-pied, on parlait de l'ail et de la croix, mesdames, vous aviez ça. Je parle du fait que, je brûle un peu les étapes, ça va être le centre de mon intervention. Les gens n'ont jamais eu peur des vampires, sauf au tout début, où ils avaient peur de tout. Les gens voulaient être vampires, parce que c'était le moindre mal. Quand on voit tout ce qui fait peur aux gens, tout ce qui fait mal aux gens au Moyen-Âge, qui est la période qui a vu éclore le revenant en chair et en os, on voit que vampire, c'est génial d'être vampire. Et c'est pour ça qu'on ne parle, pour ainsi dire, jamais des vampires en histoire. Parce que, vous imaginez, si les gens veulent être vampires, ça donne une piètre image de l'humanité. Et moi, j'ai une piètre image de l'humanité. Donc, je ne suis pas un historien de formation, je me présente un peu. Je me suis spécialisé à l'université dans la personnification du mal en littérature. J'ai enseigné pendant 20 ans. Et j'ai rencontré tellement de salopards en 20 ans que je me suis dit, il y a 6 ans, j'ai assisté à un... Bon, vous avez entendu parler du scandale du Mediator. Mesdames, avez-vous entendu parler du scandale du Stilben? Oui. J'étais prof d'anglais chargé de communication dans l'entreprise qui manufacturait ça. Ils savaient que c'était dangereux. J'ai traduit une conférence entre actionnaires et chercheurs, c'était en 2000, dans un entresol de l'entreprise. Et puis, au bout d'un moment, je me suis approché de la porte, il n'y avait pas de fenêtre. C'était une salle comme ça, fermée en sous-sol. Je me suis dit, ils ne vont pas me laisser sortir vivant. Parce qu'ils étaient en train de calculer le nombre de bébés qu'ils pouvaient tuer tout en faisant des bénéfices. À partir du moment où les pertes dépassaient les bénéfices, on arrêtait. La vie n'était pas en cause. Donc un dernier scandale, j'ai enseigné dans une grande entreprise pharmaceutique jusqu'en 2001. Et j'avais la femme d'un ami qui était chargée de lancer de nouveaux médicaments, mais qui était enceinte de 4 mois. Et une femme enceinte ne rentre pas dans un laboratoire à cause des émanations chimiques. Et on lui a mis le marché en main. Soit tu fais le produit, soit tu es viré. De toute façon, avec un masque, tu risques rien. 4 mois plus tard, elle donnait naissance à un enfant mort-né empoisonné. On lui a donné 150 000 € pour qu'elle ferme sa gueule, passant l'expression. J'ai giflé le DRH, j'ai été grillé en 2 mois. Et je me suis dit, le vampire, à côté de ça, c'est génial, le vampire. J'ai assisté à des déjeuners de DRH où les DRH faisaient des paris sur le temps qu'ils pourraient faire pour faire craquer quelqu'un pour qu'il parte. J'ai giflé 2 personnes, deux patrons. Un patron avait dit, mais secrétaire, je la ferai partir en 15 jours. Au bout de 15 jours, la secrétaire fait une dépression nerveuse, il m'a invité, il dit, j'ai gagné le pari, j'ai giflé devant tout le monde. Le vampire, c'est rien comparé à ça. La méchanceté existe. Je lui dis, bon, un peu de pub, c'est mon dernier bouquin qui sort la semaine prochaine. Il y a 3 ans, j'ai été invité à donner une série de conférences en Louisiane, à l'université de Lafayette. Je suis resté 3 mois, j'ai réussi ces 3 mois, si j'y retourne, j'ai 3 contrats sur ma tête, je suis un homme mort là-bas. J'ai 3 congrégations religieuses, un shérif, un pauvre de femmes qui n'ont pas apprécié que mes conférences aient du succès. D'autant plus que les étudiants venaient habillés en noir, et là, c'est forcément une couleur de Satan. Je suis tombé sur les gens, je suis tombé sur le Moyen-Âge. C'est pour ça que j'ai resté 3 mois, j'étais fasciné. En Louisiane, quand on fait la fête, on construit des bûchers. Halloween, Nouvel An, Noël. Mais des bûchers grandeur nature, 30 mètres de haut. Donc on m'a invité pour le Nouvel An et on m'a dit que le bûcher était pour moi. C'est comme ça qu'on se débarrasse des gens en Louisiane. Tous les ans, il y a 20 ou 30 personnes qui meurent carbonisées. La théorie officielle, c'est qu'ils ont bu. Ils sont sous, ils s'approchent des flammes, ils se tombent dans le bûcher. Il n'y a jamais d'enquête. C'est considéré comme un accident. Mais c'est comme ça qu'on se débarrasse des gens là-bas. Chaque fois qu'on veut tuer quelqu'un, on attend qu'il y ait une fête et on pousse dans le feu. On m'a prévenu que la prochaine Noël, ce serait ça.
puis en plein Moyen-Âge. Donc le vampire, c'est quelqu'un de bien. Alors, le vampire de la préhistoire, bon, il fait peur, forcément l'homme a peur de tout. L'orage, la pluie, le vent, tout fait peur. Il faut quand même un élément comparateur de bonheur pour qu'il puisse faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut être heureux de temps en temps. Mais il y a des profs à la Sorbonne qui vous diront que le bonheur n'existe pas avant l'ère post-industrielle, qu'il faut de l'argent, il faut des loisirs, il faut du temps pour être heureux. C'est comme l'amour. Il y a des profs à la Sorbonne qui vous diront que l'amour, ça n'existe pas. Ça remonte au XVIIIe siècle, XIXe, ça concerne les riches. Un enfant sur 4 meurt à la naissance au Moyen-Âge. Une femme sur 6 meurt en couche. Un enfant sur 2 n'atteint pas l'âge de 5 ans. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui va mourir? La question se pose. Vous avez même une prof de la Sorbonne, c'est Julien Ploquot, qui dit que c'était bien le Moyen-Âge, les conditions de vie étaient fortifiantes. Mot à mot. Les forts survivent, les faibles meurent. C'est la loi de la vie. Je dis bonjour, quelqu'un qui sort ça aujourd'hui, il y a 40 ans, il y a des gens qui étaient tués pour ça, mais bon. Alors, le vampire, j'ai appris à l'aimer quand j'ai ouvert le musée, quelque part. C'est un ami. Alors, au départ, les gouvernements servaient des croyances pour faire peur aux gens. Le vampire, vous savez que chez les... on va passer à la préhistoire à l'époque des Romains. Chez les Romains, il y avait un code pénal, le Ius Pontificum, qui protégeait les morts vivants. Les morts avaient des droits. Si vous n'observiez pas scrupuleusement tous les rituels funéraires, le mort revenait se venger. D'ailleurs, si vous laissiez un mort sans sépulture, vous étiez décapité. Alors les rituels funéraires chez les Romains, ça dure plusieurs mois. Et forcément, vous en oubliez toujours un. Ce qui fait que le mort revient se venger, parce que tant qu'il n'a pas eu tous les rituels funéraires, il va errer sans pouvoir aller aux Champs-Élysées, le paradis, ou en enfer d'ailleurs, chez Hadès. Donc ça sert à quoi de faire peur aux vivants avec les morts? Pendant qu'ils pensent à tous les rituels qu'ils n'ont pas accomplis, ils ne pensent pas à demander d'augmentation de salaire. On se sert de l'au-delà pour faire peur aux gens. Bonjour la diversion. La guerre psychologique, ça commence comme ça. Eux-mêmes n'y croient pas, mais on parle du fait que les pauvres, on va s'en servir comme ça. Donc, jusqu'au Moyen-Âge, le vampire est ce qu'on appelle une créature désincarnée. Personne n'a jamais vu de vampire dans l'Antiquité. Tout le monde en a peur. Ils s'imaginent des êtres ailés. Le vampire en chair et en os, qu'on peut toucher, ce qu'on appelle le revenant, date du Moyen-Âge. Et il date de la Roumanie. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'a rien à voir avec le Vlad Tepes, le Dracula, le personnage historique qui a inspiré le Dracula de Bram Stoker. Le Dracula, le vampire est apparu au XIe siècle. Vlad Tepes est apparu au XVe siècle. Et ça n'a rien à voir. Le vampire en chair et en os n'est dû qu'à un phénomène, c'est celui des enterrés vivants. Vous savez que, bon, j'ai lu dans La Voix du Nord, une dame de 87 ans a été emmenée à la morgue, non, au pompe funèbre la semaine dernière, elle était encore vivante, après que le médecin ait délivré le permis d'inhumer. Il y a une femme qui a écrit un bouquin il y a quelques mois, elle a été en coma profond pendant 3 semaines, alors tout le monde a déclaré en coma dépassé, elle a tout entendu. Donc, la mort, ça n'existe pas. 1768 soldats américains sont morts au Vietnam, enterrés vivants. Comment on le sait? Parce que quand on a rapatrié les cercueils, et qu'on ouvrait les cercueils soit pour vérifier l'identité, soit pour récupérer la drogue que la CIA y cachée, on a trouvé 1060, à peu près 1700 personnes, dont les mains étaient collées contre le couvercle. Alors, imaginez un champ de bataille. Alors, pourquoi la Roumanie? La Roumanie est le pays où il y a le plus de morts. Dès le 8e siècle, les Turcs veulent envahir la Roumanie pour envahir l'Europe à cause du Danube. C'est le moyen le plus pratique pour faire monter les troupes. Et les Habsbourg, les Allemands sont contre. Donc, le champ de bataille le plus sanglant jusqu'au XVIe siècle, c'est la Roumanie. Donc imaginez, on dit toujours, oui, mais quelqu'un qu'on enterre vivant, il meurt étouffé. Comment est-ce qu'on enterre les soldats vivants? Vous faites un charnier, 5 mètres de profondeur, 40 mètres de long. Et vous ne le comblez que quand tout le charnier est rempli. Donc vous laissez les squelettes, les cadavres pendant plusieurs jours. Donc vous enterrez quelqu'un, il est évanoui seulement, vous recouvrez le squelette, de cadavre, et au bout de 2 jours, il se réveille, il se met à crier. Et vous ne dites pas, tiens, j'ai laissé un copain, je me suis trompé, il est toujours vivant, vous le tuez ou vous l'enterrez vivant. Imaginez un champ de bataille, vous avez 30 000 personnes qui se mettent à hurler. Je vous garantis que ça fait peur, ça. Et c'est impossible de ne pas croire au vampire avec ça.
C'est uniquement ça, le nombre de gens qu'on a enterrés vivants. Et mine de rien, Cocorico, si je puis dire, la plupart des enterrés vivants connus sont français. L'auteur, l'abbé Prévost, Manon Lescaut, a été enterré vivant. Le cardinal Doucet, c'est le XVIIe siècle, enterré vivant. Un grand ésotériste français, Stanislas de Guetta, a été enterré vivant. Et pour vous montrer encore une fois que les vivants sont pires que les morts, celui qui a écrit un des livres les plus abjects, dont je parlais un peu tout à l'heure, qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, qui est le livre qu'il fallait lire après la Bible pour être considéré comme un bon chrétien, qui a été écrit en 1440 par un moine allemand, Thomas de Kempis. Pour le remercier d'avoir terrorisé toute une génération, on a voulu le canoniser à sa mort. Donc en Allemagne, on fait rentrer le cercueil dans une église, le cercueil tombe, s'ouvre, et on voit qu'il a les mains collées contre le couvercle. En gros, on avait enterré Thomas de Kempis vivant, il était seulement évanoui. Pensez-vous qu'on a continué la cérémonie de canonisation? Non. Un homme qui veut s'échapper de son cercueil, c'est qu'il refuse la mort. Pour un catholique, la mort est une promotion, donc ce n'est pas un bon catholique. Donc on ne l'a pas canonisé. C'est un mélange de bêtises et de cruauté terrifiant. Mieux vaut être vampire entier, on n'entend pas toutes ces choses.